merci aux équipes de Croissance Plus, merci à tout le monde d'être parmi nous pour cette deuxième édition d'SPV Talks. Alors aujourd'hui, on a avec nous Gérald Kierzek qui est connu, vous le connaissez tous, parce que c'est une figure qui a animé la période du Covid, notamment sur les médias. C'est une période ancienne, hein, mais qui finalement n'est pas si éloignée de nous que ça. Et voilà, je suis très content aujourd'hui de partager ce plateau avec Gérald. Alors, l'avantage, c'est que tu es à la fois médecin, urgentiste, donc tu connais le terrain de l'hôpital public qui est le socle, enfin en tout cas un pilier majeur de la médecine en France. Mais tu as également participé à des cabinets ministériels et donc tu as aussi une vision du fonctionnement, j'allais dire étatique, ou en tout cas du fonctionnement public et macro de l'organisation de la santé en France. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir ce double regard vraiment de l'expérience très terrain et en même temps un peu la vision d'hélicoptère. La première question que je voudrais te poser, c'est finalement, on s'aperçoit on a tous conscience que la situation est très compliquée, qu'on a les déserts médicaux, on a les problèmes des urgences, on a un système qui est un peu à bout de souffle, on a des déficits chroniques majeurs de la sécurité sociale. Donc en fait, la question que j'ai envie de te poser, elle est à la fois très compliquée et peut-être simple, c'est est-ce qu'il faut un Big Bang de la santé en France, c'est-à-dire qu'il faut tout changer, tout révolutionner, ou est-ce qu'il y a peut-être des quick wins, ou en tout cas des actions à mener qui permettraient d'améliorer un peu les choses, ou en tout cas le ressenti des Français vis-à-vis du système médical français? Bonjour, je suis ravi d'être là. On sent bien qu'on est dans un endroit d'entreprise, à des quick wins, est-ce qu'il faut un big bang, on est sur. C'est pas du tout ce vocabulaire nous on a à l'hôpital ou en santé, mais bon. Je vais répondre à votre question, mais je suis médecin urgentiste, je sors de garde, donc bon, ça se voit un petit peu, pardon, et je sors télématin, et c'est pour ça que je suis en retard aussi, parce que c'est ma casquette de médecin de télématin et directeur médical de Doctissimo, le site santé aussi numéro 1 en termes d'information santé, qui me donne aussi un regard avec les patients, avec les associations de patients, mais ce regard un peu macro dont tu parles. Donc, puis les urgences, c'est un peu le carrefour du système de santé. Et si ça déborde et si c'est si souvent la cacophonie aux urgences ou que ça défraye la chronique, c'est parce que c'est le réceptacle, c'est l'Observatoire de santé publique et c'est le réceptacle de tous les dysfonctionnements. Les dysfonctionnements en amont de la médecine de ville, quand on n'est pas de médecin, vous allez où? Vous allez aux urgences finalement parce que c'est ouvert H24. Quand il n'y a pas de lit d'hôpital en aval parce que les lits ont été fermés, parce qu'il n'y a pas de personnel infirmier, les maladies stagnent où? Aux urgences. Donc on voit bien qu'on est vraiment cet observatoire de santé publique et en même temps la variable d'ajustement qui craque depuis des années. Hein. Les urgences, c'est absolument pas nouveau. Alors pour répondre à ta question sur est-ce qu'il faut un Big Bang ou pas, il y avait les salons Vivatech la semaine dernière, il y avait Santexpo. On sent un changement de tonalité avec les start-upers, qui sont parfois d'ailleurs des professionnels de santé, qui il y a quelques années nous disaient ça. On va disrupter, on va faire le Big Bang justement, on va changer parce que c'est un problème d'organisation. On a entendu combien de ministres nous dire c'est un problème d'organisation le système de santé. C'est pas tellement un problème de moyens. C'est vrai que plus on injecte des moyens, finalement, moins c'est efficient. On voit les milliards qui sont injectés, on voit le déficit chronique de la sécurité sociale et on voit que ça ne change rien, voire ça s'aggrave. Et le thème, c'est est-ce que l'accès aux soins est menacé aujourd'hui? C'est pas qu'il est menacé, c'est que l'accès aux soins n'est plus égalitaire sur le territoire en fonction. C'est déjà un état de fait que l'accès aux soins n'est pas égal pour tout le monde et n'est pas une réalité pour beaucoup de gens en France. Alors ça dépend du niveau socio-économique, ça dépend du lieu où on habite, ça dépend de plein de choses. Moi, j'avais écrit dans le Figaro plusieurs fois que notre état de santé est en train de se tiers-mondiser. Et pourquoi? Parce qu'il y a deux caractéristiques dans un système de santé qui se tiers-mondise. C'est que ceux qui n'ont ni l'argent ni le réseau ne sont pas soignés. Et si vous avez l'argent ou le réseau, vous êtes soigné. Et on est en train d'arriver dans ce système-là, c'est-à-dire qu'en fonction de votre carnet d'adresse, en fonction de votre carte bleue, en fonction de l'endroit où vous habitez, vous avez accès plus ou moins rapidement à certains soins. Ça peut être de l'extrême urgence, vous faites un AVC ou un infarctus, vous le faites là, boulevard Haussmann, vous serez à une salle de coronarographie dans les moins de 45 minutes, ce qui est conforme aux recommandations européennes pour déboucher votre artère, et donc vous aurez des chances de survie qui sont quasiment de 100%.
Vous faites la même chose en Lozère ou je ne sais où il n'y a pas de salle de coronarographie, où l'ambulance ou l'hélico du SAMU, pas de bol, il y a une couche nuageuse qui est basse, donc l'hélico du SAMU, il ne peut pas voler, vous serez dans 5-6 heures au mieux sur une table de coronarographie. Ça a défrayé la chronique avec des AVC, des gens qui étaient pris en charge malheureusement tardivement avec des séquelles. Donc on voit bien que l'accès aux soins, non seulement il est menacé, mais il n'est plus une réalité dans bon nombre d'endroits du territoire. Et ça, c'est assez dramatique malgré toutes les promesses présidentielles, etc. Alors est-ce que pour le coup, il faut un Big Bang? Je disais à Santexpo ou à Vivatech, les gens il y a 5-6 ans, ouais, on va tout révolutionner, vous allez voir les applis, ça va vous permettre d'améliorer votre santé, le soin, etc. Là, la tonalité, elle est un peu différente. Elle est un peu différente pour des raisons de business, parce que ils ont du mal à rencontrer leur marché. Ils ont du mal ils ont levé des fonds, mais le modèle économique, c'est quand même d'avoir de la croissance, d'avoir un marché, etc. Et là, ils ont du mal. Et ils ont du mal pourquoi? Parce que les hôpitaux sont exsangues et et moi j'ai souvent la formule qui est de dire, c'est la cerise sur le gâteau, la nouvelle technologie. Sauf qu'on n'a plus le gâteau. C'est-à-dire qu'on aura un gâteau avec des lits d'hôpitaux, avec un médecin généraliste en début de chaîne, avec un service d'urgence, une maternité, un hôpital spécialisé et puis finalement de la rééducation et puis un retour à domicile. C'est ça un parcours de soins qui fonctionne bien. Ça serait super si on pouvait optimiser avec des applis ou avec de nouvelles technologies, etc. Sauf que on n'a même plus ça. Donc ce n'est pas l'appli qui va remplacer le lit d'hôpital. Ce n'est pas l'appli qui va remplacer le médecin généraliste. Donc moi je veux bien que… L'appli, elle permet quand même parfois… d'aller chercher le carnet de rendez-vous avec Doctolib, par exemple, qui est une réussite, qui est une réussite. Ou des rendez-vous à distance. Incontestable. Oui. Alors, allons-y sur les rendez-vous à distance. C'est-à-dire que la téléconsultation, moi je veux bien, mais je sors de garde aux urgences. J'ai eu 3 ou 4 malades cette nuit qui arrivaient avec leurs papiers. Voilà, j'ai une analyse qui m'a été prescrite et vous voyez, c'est en gras, je suis inquiet. Ah, mais qui vous a prescrit ça? Ah je ne sais pas. Mais comment ça, vous ne savez pas? Oui, j'ai fait une téléconsultation. Donc, ils ont fait une téléconsultation, le médecin prescripteur, ils ne le connaissent pas, ils ne le reverront jamais et donc ils ne peuvent pas demander des informations. Autre cas encore de cette nuit, une jeune patiente avec une infection urinaire, plus ou moins un doute sur une infection urinaire haute, c'est une infection des reins, elle a fait une téléconsultation et le collègue en téléconsultation, il dit écoutez, je pense que ça serait mieux d'aller aux urgences. Et donc, on voit bien que la téléconsultation, si le médecin de l'autre côté est un peu consciencieux, il sait qu'examiner un malade, c'est fondamental, donc il ne va pas prendre de risque et il va envoyer aux urgences. Ce qui, en termes de coût, d'ailleurs, génère une téléconsultation, plus un passage aux urgences. En termes de risque médico-légal, c'est très problématique et je pense qu'on va avoir certains problèmes dans quelques mois, dans quelques années. Et il y a déjà des problèmes en termes de responsabilité. Quand vous examinez pas, vous déshabillez pas quelqu'un, vous l'auscultez pas, c'est compliqué de le faire en téléconsultation. Or, la médecine, et c'est pour ça que ça peut pas être un Big Bang, parce qu'il y a un truc qui est fondamental en médecine, c'est la relation médecin-malade. Et cette relation médecin-malade, elle passe par le toucher. Moi, je veux bien qu'on fasse tout ce qu'on veut, mais écouter des poumons, alors je sais qu'il y a des startups qui sont en train de sortir des trucs où on peut écouter à distance. C'est déjà suffisamment compliqué avec un stéthoscope, donc à distance, je vois pas bien le truc. Mais cette relation humaine, cette relation individuelle, et encore une fois, je suis pas technophobe, mais cette relation-là, ça c'est de la médecine qui permet de soigner les malades, de rassurer les malades, et pas d'avoir une espèce de, Startup Nation ou de médecine 2.0 ubérisée. Et là, on voit bien qu'on a effectivement des gens qui ont de la téléconsultation, qui n'ont pas de médecin traitant, qui vont activer tel ou tel réseau pour pouvoir être soignés, mais on n'est pas sur une prise en charge globale. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que de la prévention jusqu'à l'urgence, c'est un continuum avec, si le médecin généraliste était disponible, il ferait à la fois de la prévention et à la fois du thérapeutique. Il permettrait d'éviter un certain nombre d'hospitalisations. Si quand il y a besoin d'une hospitalisation, on avait un hôpital qui était de proximité, ce qu'on n'a plus, on reviendra sur la gradation des soins, mais on n'a plus d'hôpital de proximité. Donc, du coup, on a des gros centres qui sont des usines à malades, comme on a des usines à bébés avec les maternités. Donc, les médecins généralistes envoient aux urgences. Ils n'ont pas le contact avec le collègue où ils pourraient dire voilà, j'ai Cédric, il a tel âge, j'ai un doute sur telle ou telle pathologie, je préfère te l'envoyer. Est-ce que tu peux checker ça ? Ça, on arrive encore à le faire avec quelques collègues qu'on connaît. Et là, ça fonctionne bien. Parce que vous n'attendez pas, parce qu'on fait les examens pertinents et les moins chers, et parce qu'on peut vous renvoyer à domicile une fois qu'on a éliminé telle ou telle pathologie. Et ça, c'est un fondamental en médecine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le remplacer par une technologie, on ne peut pas le remplacer par je ne sais quel Big Bang. Et ça, je pense qu'on l'a perdu de vue. Donc pour moi, la médecine, c'est de l'humanité et de la proximité. Ça tombe bien parce que c'est ce que les gens demandent en plus. Les demandes sociales, sociétales de la population, c'est d'avoir un contact humain.
surtout avec un vieillissement de la population. Les gens, je suis désolé, mais allez voir les pauvres mamies ou papis en province, à la poste, où il n'y a plus de guichetier, il n'y a plus rien. Ils sont face à une machine et ils sont complètement pris au dépourvu face à cette machine. Vous voulez faire la même chose avec de la médecine? Moi, j'ai pas envie de ça parce que je veux de l'humanité pour les gens et de la proximité parce que la proximité évite d'envoyer les gens à Pétaouchnok, de déséquilibrer un équilibre de vie d'une personne âgée. Le vieillissement de la population, encore une fois, ça s'anticipe. On le voit, c'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose qui est de la science-fiction et donc il va falloir le prendre en compte. Or, on nous propose un système médical qui est de plus en plus, c'est l'inverse de la proximité, on est sur de la concentration, économie d'échelle, des gros centres, le CHU quoi, globalement, régional, et puis non, qui coûte pas moins cher, qui coûte même plus cher, qui est moins efficient, mais c'est big is beautiful, oui, mais small is efficient, c'est-à-dire que vraiment l'efficience, c'est plutôt la proximité, mais on a flingué tous les hôpitaux de proximité, on a flingué les maternités de proximité, donc on se retrouve dans des gros centres. Donc l'inverse de la proximité, on a tout concentré, comme pour la SNCF, il n'y avait plus de petites lignes, on n'a fait que des TGV. Conclusion, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est en train de remettre des petites lignes. Et d'ailleurs, c'est assez lié à la problématique des déserts médicaux avec la SNCF. Il n'y a plus de gare, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de médecins. S'il y avait une gare avec une petite ligne de train, avec quelque chose qui était desservi, bref, une vie, le médecin il viendrait s'installer. On n'a jamais eu autant de médecins en France que maintenant. Vous allez me dire, mais il est dingue. Non, il n'est pas dingue. On n'a jamais eu autant de médecins en France que maintenant. Donc tout ça, ça balaye l'idée de dire, mais ils ne sont pas installés aux bons endroits, dans les bonnes spécialités et dans le bon mode d'exercice, c'est-à-dire entre le public et le privé. Mais quand vous regardez dans le sud de la France, il y a un héliotropisme, c'est-à-dire qu'il y a une attraction par le soleil, à la fois des personnes âgées, mais aussi des médecins. Ce qui est normal, parce que les personnes âgées consomment du soin, surconsomment du soin. Mais donc là, il y a suffisamment, mais par contre, on pourra en prendre, il y a même une surdensité, on pourra en prendre pour en mettre un peu ailleurs. Donc l'inverse de la proximité, c'est ce qu'on a fait. On a fait du big, on a fait de la concentration pour des économies d'échelle avec une vision très gestionnaire, administrative, financière, depuis 20-30 ans. Et le point d'orgue de cette vision de concentration, c'est la loi Bachelot 2009, la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, avec justement les CHU, le seul patron à l'hôpital, c'est le directeur d'hôpital, c'est plus le médecin, c'est le directeur d'hôpital. C'était Sarko qui avait sorti ça à Bordeaux dans son discours en disant « Messieurs les professeurs ou les docteurs, le seul patron, c'est le directeur ». C'est ça le point d'orgue, mais c'était déjà organisé depuis le choc pétrolier. Choc pétrolier, il faut faire des économies, il y a trop de médecins. On a mis le numerus clausus pour diminuer le nombre de médecins et on a commencé à concentrer et mettre des gestionnaires à la tête du système de santé. Et puis le truc a tenu 20-30 ans. La loi Bachelot consacre vraiment dans la loi la direction administrative et financière qui est les vrais patrons et les agences régionales de santé, là aussi, qui sont une hyper-étatisation un peu du système de santé. On va rationaliser, ça c'est trop petit, ça enferme, moins de 300 accouchements, bam, on ferme la maternité, etc. Et je vous disais, le deuxième mot-clé, c'est l'humanité. On essaie de nous faire croire qu'avec justement la digitalisation, les startups, etc., ça va remplacer cette humanité. En médecine, je crains que non. Qu'est-ce que tu changerais ? Alors ça, c'est le diagnostic, vous allez me dire, il est pessimiste, mais non, parce que derrière ça, je pense qu'il y a une vision, derrière la proximité et l'humanité, il y a une vision organisationnelle qui fonctionnait pas si mal que ça quand même. C'est-à-dire quand on avait un médecin traitant, c'était pas mal quand même, parce qu'il connaissait la famille, il connaissait les enfants, il connaissait les pathologies, il connaissait les facteurs de risque, il pouvait vacciner, il était disponible. Alors vous allez me dire, ah oui, mais la jeune génération est moins disponible. C'est vrai. La jeune génération n'a pas envie de faire un sacerdoce avec 80 heures par semaine et on est plutôt sur une génération on appelle ça la génération 35 heures, mais qui a envie d'avoir une vie familiale, vie personnelle et une vie, ce qui se comprend aisément. Mais surtout, le médecin généraliste ou le chirurgien d'ailleurs, à l'époque, ce qui le faisait tenir, c'est qu'il était considéré. Il avait l'impression qu'il était considéré dans le système. Je ne sais pas si dans votre famille vous avez des médecins. Mais à l'époque, ça représentait quelque chose d'être médecin. Et ouais, il se levait la nuit, mais c'était valorisant. Putain, il allait faire l'accouchement, il intervenait sur l'accident de bagnole, il était là pour l'urgence. Vous voyez, il était vraiment là, il était considéré. On a une déconsidération de la profession médicale et de toutes les professions de santé actuellement. Donc je pense que ça jouerait beaucoup pour remotiver les gens. Et moi, je pense qu'il faut qu'on remise. Autant on a misé sur les administratifs là depuis quelques décennies pour remonter le système de santé, ça n'a pas marché.
Force est de constater que le trou s'aggrave, que les soins sont de moins en moins accessibles. Donc c'est Einstein qui disait, vous savez, on ne va pas résoudre les problèmes avec ceux qui les ont créés. Donc moi je pense qu'il y a des gens qui ont créé des problèmes, les ARS, etc. Il faut revenir sur un autre modèle beaucoup plus médicalisé. Ce qui permettrait de renarcissiser les professions médicales, c'est-à-dire que vous allez leur redonner une place dans le système et donc vous allez les remotiver à travailler parce que là c'est très démotivant. Il y a un nombre de burn-out hallucinant dans les professions médicales, ce que je comprends. Vous avez envie de faire de la médecine générale à 26,50 €? Bon ok, c'est passé à 30 balles là. Mais vous avez envie de faire ça et d'être obligé de faire de l'abattage de malades, d'être assez déconsidéré, vous avez des patients qui vous disent je veux un arrêt de travail sinon je fais une téléconsultation. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut redonner à un moment donné un certain pouvoir médical. Pas le pouvoir sur les gens, on s'en fout de ça, mais le pouvoir de faire les choses, de faire de la médecine, de faire ce pourquoi ils ont été formés. Et en termes d'organisation et de vision organisationnelle, je parlais de proximité, moi je pense qu'il y a un premier échelon qui est justement la médecine de proximité, médecin généraliste, mais ça peut être le cardio de proximité, le gynéco de proximité, ce réseau de soins qui est libéral ou qui est en centre de santé ou qui est en maison de santé, pharmaciens bien évidemment, mais les pharmaciens ils y sont obligatoirement. Parce qu'il y a une obligation d'installation des pharmacies et il y a un quota avec une pharmacie pour 2500 habitants. Mais c'est un lien très fort avec le patient. Donc c'est un lien très fort avec le patient, il faut travailler en réseau, il faut arrêter de monter les professionnels les uns contre les autres, il faut arrêter de piquer des tâches du médecin généraliste pour les donner aux pharmaciens ou pour les donner à l'infirmière pratique avancée ou pour les donner à l'infirmière, etc. Parce que ce jeu à somme nulle est extrêmement délétère et crée de la concurrence entre les professionnels de santé. On a là, ce qu'on veut c'est vacciner mieux la population, mais il faut donner des critères incitatifs pour vacciner, mais il ne faut pas aller dire on va donner la vaccination maintenant aux pharmaciens et le médecin généraliste ne la fera plus. Or, on est dans ce jeu à somme nulle. Mais en tout cas, il faut ce premier niveau qui est un niveau de médecine de proximité et ça, c'est, alors, après on l'organise comme on veut, c'est des maisons de santé, c'est des CPTS, vous savez, les communautés pluriprofessionnelles des territoires de santé qui sont des espèces de regroupements de professionnels. Pourquoi pas ? C'est pas, j'ouvre une parenthèse, c'est pas parce que le médecin tout seul dans son cabinet comme... Il y a des endroits où le médecin tout seul dans son cabinet, ça marche très bien. Mais c'est difficile quand même. Mais il y a des endroits où ça marche très bien. Or, il y a eu une vision dogmatique de certains ministres, là, il y a quelques mois, qui ont dit le médecin artisan dans son cabinet, c'est fini. C'est fini peut-être en plein cœur de Paris, mais il y a plein d'endroits en France où il y a un village, un médecin généraliste, tout seul, ça marche très bien avec la pharmacie et ils se connaissent et ça fonctionne. Donc il ne faut pas avoir cette vision dogmatique, de même qu'il y a des endroits où moins de 200 ou 300 accouchements dans une maternité, il faut la fermer, je suis d'accord, parce qu'il y a une maternité qui est à 20 minutes. Mais vous prenez la même maternité avec le même ratio de 200 ou 300 accouchements, c'est Jean Lassalle qui disait ça, dans sa montagne, je ne sais pas où, dans le sud-ouest, machin, c'est à 3 heures la prochaine maternité. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas sur un critère purement quantitatif avoir un arbitrage. Et cet arbitrage-là, quand je dis qu'il faut médicaliser, donc le niveau 1 de proximité, peut-être que c'est le généraliste tout seul, mais peut-être que c'est le généraliste effectivement dans une communauté de professionnels. En tout cas, c'est sûrement pas en construisant une belle maison médicale et en disant j'ai fait une belle gare, une belle maison médicale, ça va faire venir les médecins. Non. C'est comme quand vous faites une jolie gare, si vous ne faites pas la voie de chemin de fer et si vous ne décidez pas qu'il y a un train qui vient, personne ne va venir en fait. Donc si vous n'avez pas mis tout autour de la maison médicale, rhabiller un peu le territoire, donc ça c'est une vision territoriale, une vision de rhabillage du territoire, ça ne fonctionnera pas. Donc ce niveau 1, c'est de la médecine de proximité. Niveau 2, c'est l'hôpital de proximité. Et niveau 3, c'est le CHU. Or, actuellement, on a flingué le niveau 1, ou en tout cas, on voit qu'il est en grande difficulté. On a supprimé les maternités et les hôpitaux de proximité pour tout concentrer sur le CHU. Or, l'hôpital de proximité, il est fondamental. Il est fondamental parce qu'il va motiver le professionnel de santé du niveau 1 à être là. Parce que la jeune médecin, et je dis là parce que 80% des futurs médecins sont des femmes, la jeune médecin qui a 28 ou 29 ans et qui va s'installer, elle se dit « Oula, je vais m'installer dans un territoire, je suis toute seule en fait. » Il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de relais. J'ai pas de scanner, j'ai pas d'urgence, j'ai pas de maternité, en plus il n'y a rien autour, il n'y a pas d'école pour mes gamins, j'ai pas de train parce que la SNCF a fermé ma ligne de chemin de fer, elle va pas y aller en fait. Or, si vous rhabillez le territoire et si vous mettez un hôpital de proximité avec un petit plateau technique, et c'est là où la technologie est intéressante, c'est-à-dire que je dis pas qu'il faut un radiologue tout de suite à côté parce qu'on l'aura pas le radiologue. En revanche, on a la machine, on fait le scanner et le radiologue, il interprète au CHU qui est à 100 bornes. Ça, c'est pas un problème, la technologie permet de le faire. La biologie délocalisée, ça existe.
On a des petits appareils, je te fais une prise de sang au bout du doigt, j'ai tous mes marqueurs d'urgence qui permettent d'éliminer la pneumonie, l'infarctus, l'embolie pulmonaire, bref, j'ai tout ce qu'il faut. Et là, la collègue généraliste, elle va se dire, putain, j'ai un réseau de soins, je peux hospitaliser mon malade, etc. Ça fonctionne. Et puis, pour aller 5% des malades, c'est le CHU. Parce que le ratio, c'est ça, hein, c'est 95% des malades. On a besoin de médecine de proximité. Si en plus ça fait de la prévention, c'est bien, ça évitera qu'il y ait des complications. C'est de la médecine générale hospitalière, ce que les Américains appellent les hospitalistes. Ce sont des généralistes à l'hôpital. Mais ce n'est pas l'ultra spécialité. L'ultra spécialité, on en a besoin ponctuellement. Et souvent en ambulatoire. Et c'est là où le virage ambulatoire de Marisol Touraine, rappelez-vous ce terme du virage ambulatoire, là il y a eu une sortie de route ambulatoire. On a fermé les lits en disant vous rentrez le matin, on vous opère, vous retournez chez vous. Putain, mais ok, pour quelqu'un, une opération, là j'ai parlé de la myopie ce matin sur Télématin, tu es en pleine forme, opération de la myopie, tu rentres le matin, tu rentres le soir, tu rentres chez toi, il n'y a pas de problème. Mais mamie qui a 80 ans, qui a un peu le rein, le poumon qui ne marche pas bien, tu vas la faire rentrer chez elle à 100 bornes de l'hôpital? Enfin, on est dans un truc. Et nous, on a un mot on appelle ça des patients boomerang. Pourquoi? Parce qu'on les renvoie chez eux et bing, ils reviennent en boomerang à l'hôpital. Et ils viennent où? Aux urgences. Donc oui, on est dans un truc où on a mis la charrue avant les bœufs, moi, comme disait ma grand-mère justement. C'est-à-dire qu'on a supprimé les lits en disant on va tout faire ambulatoire. Vision dogmatique, administrative, financière. On met un système de tarification à l'activité qui va valoriser l'ambulatoire. Et donc, les hôpitaux ont eu tendance à vouloir faire de l'ambulatoire, fermer les lits qui étaient plus rentables. Pareil pour les cliniques, sauf que ça ne fonctionne pas, parce que ça ne fonctionne pas par rapport à l'évolution de la population, au vieillissement. Et donc, vous voyez bien que le CHU, il est en recours, ce qui devrait être le cas, un CHU ultra spécialisé pour déboucher l'artère coronaire, pour faire l'opération hyper spécialisée du cœur, etc. Ça, pas de souci. Mais ça, si je t'écoute, on en a pour 10 ans à mettre ça en place. Alors, 10 ans, j'en sais rien. C'est quand même du très long terme. Je pense, alors ça ne peut pas se faire comme ça dans un claquement de doigts. Déjà, il faudrait avoir une vision un peu budgétaire, c'est-à-dire que le PLFSS à 1 an, je pense que ça n'a pas de sens en termes de santé, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision au moins à 5 ou 10 ans et pas être tous les ans à essayer de faire des économies de bout de chandelle. Deuxièmement, les gens qui pilotent, il faut changer les choses. L'agence régionale de santé, moi j'ai rien contre les ARS, mais l'agence régionale de santé, c'est truffé d'administratifs qui connaissent rien ou de médecins qui sont planqués, qui ont envie d'arrêter la médecine. Pardon, je parle un peu cru, mais c'est quand même la réalité, c'est ce qu'on ressent sur le terrain. Donc à un moment donné, on a besoin d'administratifs. Moi, j'ai besoin des collègues directeurs d'hôpitaux, etc. parce qu'ils font un boulot que je ne connais pas. Mais à contrario, ils n'ont pas les critères d'arbitrage qu'un médecin aurait. Donc je pense qu'on peut assez rapidement remédicaliser les instances de décision, remédicaliser la gouvernance. Et remédicaliser la gouvernance, c'est les ARS, c'est les directions d'hôpitaux. Je parlais du burn-out. Actuellement, quand vous êtes médecin, vous avez 40 ans, vous avez fait le tour un peu du truc. C'est quoi votre évolution de carrière? Il n'y en a pas. C'est-à-dire quand vous êtes hospitalier, praticien hospitalier, vous attendez globalement que les échelons montent et puis il n'y a pas forcément d'évolution de carrière. Pareil pour le médecin généraliste. Alors, beaucoup font de la médecine du travail après. Ils disent j'en peux plus, je pars sur une autre filière. Moi, je pense que c'est du capital humain qu'on devrait valoriser. Et comment on pourrait le valoriser? On pourrait dire, par exemple, et moi j'exerce à mi-temps, par exemple. Je fais mi-temps des médias, la com, etc. et mi-temps aux urgences. Et ça, c'est un super modèle. Parce que le médecin généraliste, ou le chirurgien, ou l'anesthésiste, qui a 40 ans, en a un peu marre, connaît tout, il sent qu'il faut un nouveau souffle à sa carrière. Pourquoi on ne l'envoie pas 1 an à l'école de Rennes, sur une formation de santé publique, d'organisation des soins, de management de santé. Et ce mec-là ou cette nana serait quand même des gens avec un capital humain précieux, une connaissance de l'hôpital ou du système de santé parfaite, et ils pourraient exercer mi-temps généraliste et mi-temps médecin à la Sécu. Mi-temps généraliste, mi-temps médecin à l'ARS. Ah tiens, ça tombe bien, on veut remédicaliser l'ARS. Ou un mi-temps aux urgences et mi-temps directeur médical d'un hôpital. Ça, c'est une décision. Ça ne prend pas 10 ans à former, parce que moi j'en ai plein, des gens qui, tu leur proposes une autre carrière, un nouveau souffle, ils y vont tout de suite et dans 1 an, tu sors une première promotion de directeurs médicaux. Alors après, ça va bousculer un peu parce que des directeurs, des sous-directeurs, etc. qui ont des postes et s'ils voient arriver des médecins, ça va un peu frictionner, mais on est dans un état quand même qui est hyper administré. Vous le voyez, vous, dans le domaine de l'entreprise, l'administration, c'est quelque chose, mais il va falloir à un moment donné, et c'est là où il y a peut-être un petit Big Bang à faire, un Big Bang copernicien. Mais ça ne prend pas 10 ans non plus.
Le fait de remotiver les médecins généralistes sur le terrain, c'est-à-dire à un moment donné arrêter d'avoir sans arrêt des contrôles de la Sécu, de partir sur un climat de défiance, de dire vous faites mal votre boulot, les arrêts de travail s'ils ne sont pas justifiés, etc. Et là aussi on est dans un cercle vertueux parce que le médecin généraliste, s'il fait mi-temps généraliste et mi-temps médecin à la Sécu, il connaît le boulot du généraliste. Et je vous garantis qu'il ne va pas avoir le même comportement que les inspecteurs de la Sécu qui viennent actuellement contrôler les médecins et qui font tout pour les démotiver et pour les critiquer et pour faire dévisser leurs plaques. Tu parles de défiance. Enfin, moi, je trouve qu'il y en a une qui ressort énormément. C'est la défiance du public vis-à-vis du privé. On oppose la médecine privée à la médecine publique et on a l'impression... Alors qu'on est... Exactement. Est-ce que là aussi, il n'y a pas quelque chose à changer quand même? Bien sûr. Alors, il y a eu le mouvement des cliniques là, récemment. Alors, ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que les activités qui ont été choisies par le privé ne sont pas les mêmes que l'activité du public. C'est-à-dire que des patients polypathologiques, compliqués, etc., généralement en clinique privée, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas les services de réanimation, donc on ne va pas pouvoir les opérer. Donc globalement, ce n'est pas tout à fait les mêmes patients. Mais les médecins sont les mêmes, les infirmières sont les mêmes. Donc il faut à un moment donné arrêter d'opposer. Et on a un système privé et un système public, c'est un peu les deux jambes du système. Donc il faut arrêter d'opposer. Mais il faut quand même reconnaître que les malades les plus compliqués ou les plus lourds, c'est plutôt le public qui va les prendre pour des raisons tout simplement organisationnelles. Après, quand vous avez une clinique qui a un service de réa, il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas prendre ses malades. Et ils le font d'ailleurs. Sauf que pour des raisons là aussi budgétaires, un directeur de clinique, il va regarder une rentabilité, c'est un système privé, et il va plutôt choisir des activités rentables entre guillemets. Donc de l'ambulatoire, puisqu'on a poussé l'ambulatoire, et à la limite, pas de problème. Mais il faut que la clinique, elle fasse de l'ambulatoire, mais il faut qu'il y ait un autre endroit, et par exemple le public, qui puisse s'occuper des autres malades. Et il faut que ça puisse coopérer. Et moi, je pense qu'il faut aussi que les praticiens puissent, parce qu'en tant que patient, vous, ce que vous voulez, c'est être bien soigné. Il n'y a pas les bons médecins d'un côté et les mauvais de l'autre. Donc pour les praticiens, je pense que ça pourrait être bien que les gens puissent passer, 3 jours à la clinique, 1 jour à l'hôpital, mais actuellement, ce n'est pas possible. Parce que quand vous êtes praticien libéral, ils sont assommés de charges, ils sont dans une espèce de spirale de volume d'actes et ils ne peuvent pas prendre 1 jour pour aller à l'hôpital. Ou alors s'ils vont à l'hôpital, ils perdent de l'argent. Donc il faut qu'il y ait une fongibilité un peu des statuts là aussi. Et à un moment donné dans ce pays, il va falloir qu'on se dise, un docteur, ça vaut combien ? Qu'est-ce que ça nous coûte déjà dans le système? Parce qu'on pourrait prendre les honoraires plus les salaires, etc. Et on regarde combien coûte un médecin. Alors il y a des gens qui gagnent très bien leur vie. Et puis il y a des gens qui gagnent pas du tout assez leur vie. Et donc il va falloir à un moment donné harmoniser. C'est anormal aussi qu'on ait des rapports de salaire de 1 à l'hôpital public à 5, 6, 7 en clinique privée aussi. Donc tout ça participe parce qu'à un moment donné, la quantité de médecins disponibles est mal répartie en termes de répartition géographique, de mode d'exercice, etc. Donc le problème, il est plus qualitatif. Et moi, je comprends les collègues dermatos, par exemple, l'accès aux soins, les dermatos. Je regardais les derniers chiffres. Pour avoir un rendez-vous de dermatologie, il faut plus d'1 mois et demi. Pour avoir un cardio, 42 jours avant d'avoir un rendez-vous chez le cardiologue, etc. Et les collègues dermatos, quand je les appelle pour essayer de... Parce qu'on est dans une république bananière, donc forcément on fait jouer les réseaux, donc il y a plein de gens qui m'appellent. J'ai 10 coups de fil par jour quand même, pour essayer de dépatouiller une situation. Tu peux me prendre un patient dermato? Mais Gérald, je ne fais plus de dermatologie, je fais de la médecine esthétique. Et je comprends, je ne peux pas leur jeter la pierre aux collègues dermatologues. Vous avez une consultation qui est payée, une 40aine d'euros en médecine secteur 1 dermato, et vous avez une injection de Botox qui va être rémunérée 400. Voilà, ce sont des acteurs économiques rationnels. Donc ce qu'il faut à un moment donné, là aussi, c'est revaloriser les médecins. Combien vaut un médecin? Ça vaut quoi un médecin en France? Ça a de la valeur? Ça n'a pas de valeur? Actuellement, on a plutôt donné quand même l'indication à tout le monde, y compris au grand public, qu'un médecin, ça valait moins qu'un plombier. Hein. Et en plus, les mutuelles sont bloquées dans les remboursements, puisque depuis le contrat responsable, on est capé, nous, mutuelles, dans le montant des remboursements. Donc en plus, il y a un reste à charge qui augmente et il y a un patient qui a l'impression d'avoir, pas l'impression d'ailleurs, qui paye plus de sa poche et qui n'est pas content de... Et qui est une limitation de l'accès aux soins. Donc là, le Big Bang, il est là en fait. Le Big Bang, il n'est pas sur comment faire de la médecine, parce que faire de la médecine, c'est voir des malades, les examiner, c'est un premier niveau, un deuxième de recours, un troisième. Ça, il faut le remettre, mais ce n'est pas un Big Bang. C'est juste revenir à ce qu'on avait il y a quelques années, qu'on a tout détricoté. En revanche, le vrai Big Bang, c'est qui décide et cette histoire financière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'avoir, est-ce que la société, combien la société est prête à mettre pour la santé ?
Parce qu'à un moment donné, on dit qu'il faut faire des économies, il faut faire des économies. Mais enfin, on ne pourra pas faire des économies, puisque de toute façon, il y a un vieillissement de la population. Donc, on pourra peut-être en faire à terme, à condition qu'on investisse. Sur de la prévention, par exemple, parce que ça, c'est un beau sujet. Mais là, pour le coup, ce qu'on mise aujourd'hui sur de la prévention, on en aura les fruits dans 30 ans. C'est-à-dire que si vous prenez, moi je serais ministre de la Santé, je ferai une génération prévention. C'est-à-dire tous les gamins qui naissent à partir d'aujourd'hui, dans les maternités, on va les accompagner. On va accompagner les parents et les enfants pour que les gamins aient un comportement vertueux en termes de santé. Pas d'écran, pas de malbouffe, parce qu'on sait l'impact de la malbouffe, de l'activité physique. Et on va comme ça les accompagner. On met dans des zones défavorisées des coachs dans les supermarchés, des gens qui vous accompagnent pour faire les courses. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? Ah bah tiens, finalement manger des légumes, c'est pas si cher que ça, et c'est peut-être moins cher que de bouffer de la merde étiquetée avec un Nutri-Score que les gens ne maîtrisent pas parce qu'on sait très bien que c'est compliqué, etc. Donc voilà, là on pourrait faire des économies. Ça veut dire que les addictions, les prendre en compte très tôt aussi, arrêter la clope, etc. Si les gamins avaient une hygiène de vie, dans 30 ans, il n'y a pas d'infarctus, il y a beaucoup moins d'obésité, il y a beaucoup moins de cancer. Les maladies cardiovasculaires, 80% sont évitables. 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables. Ça révolutionnerait complètement le système parce que si vous diminuez de 80% les maladies cardiovasculaires, il n'y a plus de problème de délai de cardiologue à 42 jours dans 30 ans, puisqu'on aurait beaucoup moins besoin de thérapeutique, puisqu'on aurait fait de la prévention et on aurait moins de maladies. Mais c'est cette vision un peu globale qu'il faudrait avoir. Alors, il y a une vision court terme, d'organisation financière, de gouvernance, et puis il y a la vision moyen terme sur le PLFSS, comment on finance 5 ans, 10 ans, et puis surtout la vision cible. Et la vision cible, c'est la prévention. Là, actuellement, tout le monde dit on fait de la prévention, on fait de la prévention. Enfin, il n'y a rien qui est fait en termes de prévention. C'est pas ça la prévention. Il y a des campagnes nationales. Oui, d'accord, il y a des campagnes nationales, mais il faut aider les gens, il faut accompagner les gens, il faut arrêter de penser que l'information, la communication, il y a l'émetteur et il y a le récepteur. Alors, on émet de l'information, mais enfin, c'est reçu de manière très différente en fonction de votre niveau socio-économique, de votre littératie, c'est-à-dire ce qu'on est capable de comprendre ou pas. Donc, je pense qu'il faut accompagner vraiment les gens. En plus, ça ferait des nouveaux jobs. Quand je vous parle de coach, par exemple, sportif, nutritionnel ou autre, là, ça permettrait d'avoir vraiment un accompagnement de proximité. Mais les campagnes qui sont faites, dépistage, on est très mauvais. Extrêmement mauvais. On est dans la dernière roue du carrosse. Les chiffres d'espérance de vie en bonne santé sont très mauvais aussi. On a une espérance de vie qui est bonne, mais une espérance de vie sans incapacité qui est très mauvaise aussi. Ça, c'est des échecs de la prévention. Et puis, il y a des sujets de santé mentale qui sont majeurs. Or, quand vous n'êtes pas bien, et les gens ne sont pas bien. Alors, tu parlais du Covid, le Covid. Alors moi, j'ai essayé d'être modéré sur mes interventions. J'étais vraiment dans une parole très modérée parce que la réalité, c'est que le Covid, la médiane d'âge des décès, c'était 85 ans quand même. C'est-à-dire que c'est au-delà de l'espérance de vie d'un Français. Donc, ce n'était pas quelqu'un en bonne santé qui allait mourir du Covid, sauf exception. Mais ça a tapé sur la tête des gens. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet nocebo. Vous savez, l'effet placebo, c'est je te dis que tu vas bien, tu vas aller bien. L'effet nocebo, je dis tu vas mal, ben les gens vont mal. Ben, il y a eu un effet nocebo assez dramatique. Le monde du travail est compliqué, le contexte économique, le contexte médiatique, anxiogène, de guerre, de conflits un peu partout dans le monde, etc., font que les gens ne sont pas bien. Et ça, il y a un lien avec je vais aller bouffer du sucre, je vais aller bouffer des choses, je n'ai pas envie d'aller faire du sport. Donc tout ça va être un cercle vicieux en termes de santé, lié à la santé mentale. Si on rajoute à ça que si je veux voir un psychologue ou un psychiatre, c'est compliqué parce que là aussi l'accès aux soins il est plus que menacé, on se retrouve avec une population qui est dans un cercle vicieux en fait, psychique, physique et financier à la clé parce que tout ça va coûter extrêmement cher et qu'il faudrait réenclencher de l'autre côté, redonner de l'espoir, redonner un accès aux soins, rebooster un peu les gens. Tout à l'heure, tu as évoqué les arrêts de travail. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la salle. Ouais. C'est un gros sujet. Et c'est un gros sujet parce que, on l'a tous observé, il y a évidemment les arrêts de travail qui sont bien entendu justifiés, et c'est évident. Mais il y a aussi beaucoup d'arrêts de travail qui sont donnés sur un coin de table. Et tu l'as dit, mon médecin n'est pas d'accord, je change de médecin et puis j'irai l'obtenir ailleurs. Et ça, on l'a vu tous les jours. Comment on peut arrêter ça? Parce que c'est quand même effrayant. Enfin, on a vu des chiffres exploser. Bien sûr. Alors, les chiffres ont explosé. Parmi ces arrêts de travail, il faut quand même regarder, il y a beaucoup d'arrêts de travail longs qui sont liés à des sujets de santé mentale ou de corps fatigués. Donc, il y a des arrêts de travail qui sont quand même justifiés. Et il y a effectivement, et c'est ce qui vous embête au quotidien, des petits arrêts de travail qui là sont, qu'on pourrait qualifier d'abusifs.
alors d'abusif de prescription ou d'abusif de la part des patients. Les téléconsultations ont fait exploser le truc. Parce que finalement, la téléconsultation, c'est facile. Il y a même certains sites qui sont refilés dans certaines entreprises, grandes entreprises, comme étant le site facile. C'est facile de flouer quelqu'un en téléconsultation. C'est-à-dire que c'est facile de dire « je ne suis pas bien, ça ne va pas, j'ai mal à la tête, là je ne peux pas aller travailler ». Derrière mon écran, je vais voir quelqu'un qui ne va pas bien, je ne veux pas prendre de risque, ok, je vais l'arrêter, j'appuie sur un bouton et je fais l'arrêt de travail. Donc on voit bien que la téléconsultation a augmenté le nombre d'arrêts de travail, alors que si vous aviez un médecin traitant qui vous connaît, lequel il y a une espèce de respect des deux côtés, et surtout un médecin traitant, c'était le principe du médecin référent, c'est-à-dire que vous en aviez un, vous n'en aviez pas 10. Donc ça voulait dire qu'une fois que vous en aviez un, si le médecin décidait de dire non, je pense que ce n'est pas justifié, le médecin n'aurait pas peur que le patient aille voir quelqu'un d'autre, c'est-à-dire la concurrence, on est dans un système libéral quand même, et le patient n'aurait pas l'ascendant sur le médecin de dire attention, si tu ne me fais pas l'arrêt de travail, je vais voir quelqu'un d'autre. Donc là encore, quand je parlais d'organisation des soins tout à l'heure avec un médecin ou une maison de santé où il y a 2-3 médecins, mais on sait que je suis affilié à cette maison-là, éviterait, je pense, un certain nombre d'abus, d'essayer de récupérer des arrêts de travail. Alors après, dans les startups, il y a un site allemand aussi qui délivrait des arrêts de travail comme ça. Vous appuyez sur un bouton, c'était un truc qui était fait automatiquement. Donc là, il y a un problème de sanction qui doit se poser, ça c'est sûr. On a vu aussi les centres dentaires exploser. On a vu quand même, il y a quand même des évolutions. Et puis on a vu des centres qui se sont fait rattraper par la patrouille récemment. Le sujet, en filigrane de tout ça, en fait, le sujet c'est quoi? C'est la pertinence des soins. Qu'est-ce qui est pertinent ou qu'est-ce qui n'est pas pertinent? Est-ce que tu as besoin d'un arrêt de travail ou est-ce que tu n'as pas besoin d'un arrêt de travail? Est-ce que tu as besoin de ce médicament ou est-ce que tu n'as pas besoin de ce médicament? Est-ce que tu as besoin de ce soin dentaire ou tu n'as pas besoin de ce soin dentaire? Et donc la pertinence des soins, c'est le professionnel qui doit la déterminer. Et deuxièmement, ces revenus ne devraient pas être liés aux soins, au volume d'actes qu'il fait. Or, actuellement, on a un système qui est exactement l'inverse. Le revenu du professionnel, mais y compris de l'hôpital d'ailleurs, est lié à l'activité, est lié au volume. Et donc tout ça est un truc infernal parce que c'est inflationniste par définition, dans un système qui est biaisé puisque l'enveloppe du PLFSS, l'ONDAM, l'Objectif national des dépenses d'assurance maladie, est une enveloppe qui est fermée. Donc on voit bien qu'on a… elle est fermée, mais tu peux quand même… Et on le voit régulièrement, elle se fait exploser. Oui, elle est en dessous de l'inflation, mais globalement, c'est une enveloppe qui est fermée. C'est-à-dire que le volume d'actes, c'est inflationniste parce que tous les acteurs rationnels, économiques veulent prendre la plus grosse part du gâteau, et ce qui est normal, sans que ça soit forcément pertinent. On l'a vu avec les centres dentaires, quand même, c'était un vrai sujet. C'est-à-dire que ces centres dentaires, c'était de la surconsommation, de la surprescription et de la surconsommation de soins facturés à la sécurité sociale, avec derrière, c'est vos dents quand même, c'est vos bouches, c'est pas rien. On parle de corps humain, on parle de choses qui sont, si tu n'as pas besoin qu'on t'arrache les dents, il ne faut pas les arracher quand même. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais globalement, c'est ça. On a le même phénomène sur les centres ophtalmo, par exemple, qui sont en train d'arriver, avec des médecins salariés de ces centres. Donc, tout ça est inflationniste. Mais dans l'enveloppe de la nation, même s'il y a un ONDAM qui augmente un petit peu, mais l'enveloppe, elle est fermée quand même. Elle n'est pas extensible à souhait. Donc, on voit bien qu'on a un système qui, de toute façon, ne peut pas fonctionner. Je pense qu'il faudrait, vous savez, des entreprises, vous avez des commerciaux dans vos entreprises. Il y a un fixe et un variable. Moi, je trouve que ça serait pas mal en médecine qu'il y ait un fixe et un variable. C'est-à-dire que vous êtes commercial, vous allez chercher les contrats, etc. Vous avez votre salaire de base et puis vous faites votre beurre avec le reste. Un hospitalier, s'il avait un fixe et puis un variable en fonction, je ne sais pas moi, de la pénibilité de son boulot, en fonction du volume de malades qu'il voit, en fonction de la difficulté ou je ne sais quoi, on peut établir des critères. Les assureurs connaissent très bien les critères de sinistralité, par exemple. Ça permettrait de valoriser des spécialités où c'est plus à responsabilité quand même que d'autres. Des spécialités qui sont moins à risque, ça doit être mieux payé quand même quand c'est plus à risque que quand c'est moins à risque. Quand on se lève la nuit, c'est plus dur que quand on se lève le jour. Vous voyez, il y a des critères comme ça où quand on est dans une zone qui est sous-dense, il faudrait qu'il y ait une prime pour pouvoir aller et inciter notamment les jeunes qui auraient peut-être envie d'avoir un bon train de vie au début. Puis après, quand on a 45-50 ans, on est un peu plus installé dans la vie, l'argent est moins motivant, etc. Donc à ce moment-là, on peut aller dans une autre zone et on est moins intéressé. Donc tout ça, ce serait des pistes un peu d'organisation des soins. Dans le parcours de soins, il y a des choses à revoir? Parcours de soins, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, tu as le médecin référent avant d'aller voir les spécialistes. Non, mais il n'y a même pas de médecin référent.
Il n'y a même plus de médecin référent. Oui, il y a un médecin généraliste qui doit adresser aux patients, mais le vrai médecin référent, ça serait un médecin qui me connaît, que je vois pour le chronique et pour l'aigu, et qui, en fonction, va être le gatekeeper, c'est-à-dire va m'orienter vers le spécialiste. Actuellement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les gens, il n'y a pas de médecin, il n'y a plus de médecin traitant. Les gens, il y a une ubérisation totale du parcours de soins et les gens téléconsultent, et notamment la nouvelle génération. La nouvelle génération s'automédique. Là, il y a un sondage qui vient de sortir pour Biogarant, pour l'IFOP, c'est les jeunes qui s'automédiquent. C'est-à-dire que ils n'ont pas le pognon pour payer le médecin, ils ne veulent pas perdre de temps, hop, automédication avec le pharmacien. Donc on voit bien que la moindre petite pathologie, non, je prends de l'automédication, c'était un abcès dentaire, je prends des anti-inflammatoires, bing, ça va flamber, je vais faire une complication. Et donc c'est là où on a des complications derrière qui vont arriver qu'on aurait pu prévenir. Donc le parcours de soins, il y a plein de choses à revoir dans une logique de un médecin traitant référent, on l'appelle comme on veut, mais qui est le médecin généraliste. Je pense que les téléconsultations ne devraient exister que dans le cadre de ce parcours de soins, c'est-à-dire qu'on ne devrait téléconsulter que quand on connaît le malade. C'est-à-dire que c'est le médecin généraliste ou de la maison de santé qui a le dossier du malade qui pourrait faire des téléconsultations entre deux consultations physiques. Mais que ce n'est pas possible d'avoir des boîtes qui font de la téléconsultation où je ne connais pas le médecin, je ne connais pas le malade, je ne le reverrai jamais de ma vie, je prescris ce que je veux, de l'arrêt de travail ou des examens complémentaires et puis après je m'en fous, de toute façon je ne le reverrai plus. Ce n'est pas possible déontologiquement, médicalement. Donc je pense que la téléconsultation devrait être dans le cadre du parcours de soins avec le dossier médical du patient et entre deux visites physiques, je peux téléconsulter. Et donc là, ça arrangerait tout le monde, un truc comme ça. Parce que l'autre effet pervers quand même des téléconsultations, c'est qu'il y a des médecins qui ne veulent plus s'installer. J'ai des médecins, nous on est sur le service, là on est à moins 7 équivalents temps plein d'urgentistes par exemple. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à recruter. Pourquoi on n'arrive pas à recruter? Parce que les jeunes, un week-end sur deux de garde, dormir à l'hôpital, non, ils préfèrent téléconsulter à la maison. Donc, ce qui était censé être une solution au système de santé et aux déserts médicaux est en train de devenir un problème, est en train de générer le problème, puisque les jeunes, et je les comprends, ou les vieux d'ailleurs, préfèrent téléconsulter derrière leur écran et donc ne vont pas s'installer. Donc il faut remotiver les gens à s'installer. On les remotive financièrement peut-être, surtout en termes de confort de travail, leur redonner le pouvoir de dire non, non je ne vous ferai pas cet arrêt de travail, redonner un pouvoir médical, ce que je disais un peu en préambule, leur redonner des évolutions de carrière. Actuellement, à 28 ans, vous vous installez, vous en prenez pour 40 ans. Vous n'avez pas envie de faire ça. Donc il faut des évolutions de carrière. Je donnais une piste avec la direction médicale, aller se former ou être médecin à la Sécu ou médecin à l'ARS ou médecin du travail ou médecin ce que vous voulez. Parce que médecin du travail, il y a un sujet là aussi. Ça devrait être des acteurs de santé de l'entreprise. Ce n'est pas le cas. Force est de constater quand même que c'est plutôt une contrainte que quelque chose de positif sur de la prévention. Donc il faudrait remotiver tout ça. Et donc si on remotive les professionnels, si on leur refait confiance, moi je suis persuadé que dans 5 ou 10 ans, voilà, on n'aurait pas de mal à recruter, les gens s'installeraient correctement. Mais là actuellement, on est en train on donne un bâton aux gens et on continue à leur taper dessus, à les contrôler, à leur taper dessus. Et de temps en temps, on leur file 3,50 € de plus pour la consultation. Aucun sens, aucun sens. Les complémentaires ont un lien direct et quotidien avec les assurés, les patients. Ouais. C'est vraiment un canal de communication qui est très fort. On a, nous, complémentaires, beaucoup d'informations qu'on ne peut pas utiliser parce que un certain nombre de réglementations qui font qu'on est contraint au secret, à la protection de la donnée. Très bien, bien sûr. En attendant, il y a plein de choses qu'on pourrait faire, nous, et sur lesquelles on ne peut pas agir. Il faut quand même savoir que les complémentaires, quand on reçoit une demande de remboursement, on ne sait pas si c'est une jambe cassée ou si c'est une opération du foie. C'est quand même un sujet. Est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait remettre justement cet acteur, qui est quand même un acteur clé, qui est en plus publicité par les Français, dans le système d'échange d'informations avec les patients? Sûrement, mais le secret médical est extrêmement important. Tu parlais de la période Covid, moi j'étais extrêmement choqué que le secret médical a volé en éclats. Il fallait montrer un QR code pour aller au restaurant, si on était vacciné, pas vacciné, etc. Ce sont des données médicales, des données confidentielles que la Sécu a de toute façon. Hein. Donc je pense qu'il faudrait mieux les utiliser et que les complémentaires sont quand même un acteur de confiance dans le système et qu'il n'y a pas de raison qu'ils puissent pas les utiliser avec des garde-fous. C'est la même chose avec l'industrie pharmaceutique. Moi, je pense que l'industrie pharmaceutique pourrait communiquer avec les patients parce qu'ils ont plein de choses à leur dire. Ils ont plein d'informations à leur donner, mais il y a une espèce de barrière hermétique où on ne veut absolument pas qu'il y ait cette communication. Donc, je pense qu'il y aurait les moyens de sécuriser. On utilise tous
des applis pour nos comptes bancaires, c'est totalement sécurisé. Les banques font pas n'importe quoi, je vois pas pourquoi on pourrait pas faire la même chose avec la santé. C'est le même sujet du DMP, le dossier médical partagé ou personnel. C'est un serpent de mer depuis 2004, Philippe Douste-Blazy. Personne l'utilise. Alors maintenant, il y a mon espace santé. Les gens sont censés l'utiliser, mais je pense que personne ne l'utilise non plus parce qu'il y a une espèce de peur, il y a une défiance sur la donnée. Que vont devenir mes données? Donc là, il y a un vrai boulot des pouvoirs publics à rassurer les gens. On utilise tous les cartes bleues ou on utilise tous les services bancaires. On ne se pose pas la question si quelqu'un va me piquer mes comptes ou que mes données bancaires vont partir je ne sais pas où. Oui, il y a de la fraude, mais enfin globalement, c'est assez contrôlé. Donc je pense que les mutuelles, vous auriez effectivement des choses à faire dans le respect du secret médical. Parce que je pense que ça, c'est extrêmement important pour les gens. Et je ne voudrais pas qu'on vire sur un système à l'américaine avec le système de bonus-malus. Parce que c'est ça le risque quand même. Je reprenais quand même dans les principes fondateurs de la sécurité sociale, c'est l'égalité d'accès aux soins. Et il y a l'accès aux soins, il y a la qualité des soins et il y a la solidarité. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que je paye selon mes revenus, mais je dépense, ou en tout cas je bénéficie des soins selon mes besoins. Et ça, c'est assez fondamental quand même. Donc et moi, ça me fait un peu peur ces applis, etc. Parce que vous êtes traqué en permanence. Et donc, on peut dire si j'ai fait mes 10 000 pas par jour ou pas. Et donc, la tendance naturelle d'un assureur, ça serait par exemple de dire « Ah mais non, mais excusez-moi, mais les 10 000 pas, vous ne les avez pas faits là. Donc, désolé, mais malus, on vous rembourse moins. » Et je ne voudrais pas qu'on arrive à un système comme ça. Donc, c'est là où il faut mettre des garde-fous quand même sur ces données. C'est pour ça que notre système français, alors, il a peut-être mis trop de garde-fous, c'est trop hermétique, etc. Mais il faut quand même garder à l'esprit qu'il faut qu'il y ait une égalité d'accès aux soins. Y compris quand on a eu un comportement qui n'est pas très vertueux. Parce qu'un comportement pas vertueux, ça veut dire quoi? On vire vite sur du crédit social, sur des choses qu'on voit dans d'autres pays. La Chine, par exemple, qui donne un peu des notes aux bons ou aux mauvais citoyens. Sauf qu'être un mauvais citoyen en termes de santé, c'est peut-être parce qu'on a une génétique qui est peut-être pas favorable. C'est peut-être parce qu'on a un boulot qui est plus pénible que les autres. C'est parce qu'on a une vie qui a été un peu plus cabossante et chaotique que d'autres. Et donc, je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce travers-là. Et on sait très bien que le niveau de santé est lié au niveau socio-économique et au niveau éducatif. Donc, ça serait la double ou la triple peine. L'innovation, on a parlé de la téléconsultation et de ses travers. Est-ce que tu vois des innovations? Est-ce qu'il y a des choses que tu as parlé de Vivatech tout à l'heure? Est-ce que tu as vu des choses qui, pour toi, sont demain des tournants ou des vraies évolutions du système? Non, mais il y a des choses fabuleuses en innovation. Après, moi, je pense que pour 90% des malades, déjà, il faut la base. Et ça, il n'y a pas forcément besoin d'innovation. Si ce n'est l'appli, moi j'ai le Vidal, mes médicaments ou les ordonnances électroniques, la télétransmission des ordonnances à la pharmacie. Voilà, c'est ça de l'innovation. Le DMP dont on vient de parler ou mon espace santé, ça serait super d'avoir toutes les données santé à un endroit et qu'on sache que c'est là où on peut trouver des applis labellisées aussi parce que c'est un peu la foire d'empoigne, il y en a de partout. Donc je pense que ça, c'est plutôt de l'innovation intéressante. Et puis à l'autre bout, il y a l'innovation sur l'ultra-spécialité. Chose fabuleuse en termes de cancer, faire de la cartographie génétique, ça c'est de l'innovation. Être capable de séquencer rapidement un certain nombre de petits bouts de tumeurs ou d'avoir l'intelligence artificielle qui va permettre à partir d'un prélèvement de donner la probabilité que c'est plutôt une tumeur du foie qu'on n'a pas encore vue grâce à l'IRM. Ou l'IRM qu'on est en train de faire de plus en plus rapidement avec une acquisition rapide et précise, ça c'est de l'innovation fabuleuse. Le fait que le chirurgien puisse avoir un bras robotisé plus précis, de pouvoir anticiper, voire simuler l'intervention en amont parce qu'on a fait de l'acquisition, une reconstruction 3D et que le robot, enfin le robot, c'est pas un robot qui fait tout seul, mais voilà que le bras, on va sécuriser les gestes, ça c'est de l'innovation. Mais ça c'est, allez, moins de 5% des malades, ça c'est de l'innovation en bout de chaîne. 90%, 95%, c'est de l'innovation un peu standard. Doctolib, c'est pas très compliqué. Doctolib, ça a été une vraie innovation. Une vraie innovation, de pouvoir prendre un rendez-vous, plébisciter, de savoir à quel endroit il y a un médecin qui est disponible, ça c'est super. Par contre, tout ce qui est au milieu et toutes ces innovations qu'on voit qui étaient censées être disruptives, révolutionner la santé, remplacer le médecin, etc., pardon, je ne pense pas que ça soit quelque chose, je ne sais pas si j'en avais noté, mais… Alors après, dans les innovations, il y a l'innovation organisationnelle aussi. Hein. Il y a les infirmières de pratique avancée qui sont en train d'arriver, il y a les maisons de santé pluriprofessionnelles. Les IPA, c'est quelque chose qui est intéressant, les infirmières de pratique avancée. Ce n'est pas une innovation technologique, mais c'est dire il y a des infirmières, on va les former 2 ans et elles pourront faire un certain nombre de tâches que les médecins ne peuvent pas faire ou ne sont pas là pour faire. L'idée est bonne. Quel type de tâches?
suivi du diabète, par exemple, ou en cardiovasculaire, prise de tension artérielle, adaptation de la posologie en fonction de l'hypertension artérielle, éducation thérapeutique. Donc ça, c'est super, mais ça doit se faire, là encore, non pas au détriment du médecin, mais en lien avec le médecin. C'est là où on pourrait imaginer un peu peut-être des trusts comme en Angleterre, avec une espèce de… Il y a le médecin qui a une équipe, et puis c'est un travail d'équipe, les gens sont salariés ou pas salariés, à voir. Mais en tout cas, on n'est pas dans un système où je vais prendre les tâches du médecin, je vais les donner à l'infirmière ou au pharmacien. Et le pharmacien qui est déjà dans un modèle économique difficile, les pharmaciens sont quand même avec des officines qui coulent tous les jours, essayent de récupérer de l'activité. Donc on voit bien qu'on est dans un jeu à somme nulle financier. Et ça, c'est pas très bien parce que le patient, en plus, il est baladé dans ce truc-là. Il ne sait plus bien si c'est pour lui, pour sa santé, pour du gain. Donc, on voit bien qu'on est dans un système où je pense qu'il faudrait quand même déconnecter un peu de la rémunération du volume qui est fait. Ça, c'est l'innovation organisationnelle. Quand je parlais du fixe et du variable, à l'hôpital, on pourrait avoir un fixe et un variable. Et de même que le libéral, il pourrait, lui, avoir un fixe, alors qu'il n'a que du variable. Donc, oui, on pourrait rapprocher un peu. Merci beaucoup. Merci Gérard. Merci à vous. Et encore merci à Audrey et à toute l'équipe de Croissance Plus. Merci beaucoup.